Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour le coup, moi ça va. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de reprendre le livre des secrets cachés de l'histoire de France. Alors, on va reprendre la suite. On en était resté là. Alors, ah oui, ça je l'ai fait. La moustache d'Astérix, je l'ai fait. Donc on en est ici. Alors, un chat dans la gorge depuis ce matin. Je ne suis pas du tout coiffée. Vous l'aurez remarqué. Alors, la plume de Gaulois. Imaginez la tête d'un légionnaire roumain découvrant un Gaulois en train d'écrire. Le pauvre soldat aurait probablement cru à un tour de magie. Et pourtant, ce scénario n'avait rien d'extraordinaire. Car oui, nos ancêtres gaulois savaient manier l'écriture bien avant l'arrivée de César en Gaule. Cette réalité, longtemps passée sous silence, est aujourd'hui confirmée par l'archéologie moderne. Dans le sud de la Gaule particulièrement, autour de Massalia, l'actuelle Marseille, les fouilles ont mis au jour des tablettes et gravures rédigées en alphabet grec, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sur des sites voisins comme Entremont ou Glanum, d'autres traces écrites attestent de ces échanges étroits avec le monde méditerranéen. Faut-il s'en étonner? Pas vraiment. Les Gaulois commerçaient activement avec les colonies grecques du littoral méditerranéen depuis le VIe siècle, avant notre ère. Ces échanges ne se limitaient pas aux amphores de vin et aux bijoux précieux. Ils concernaient aussi les idées, les techniques et manifestement l'écriture. Les marchands gaulois, confrontés à la nécessité de tenir des comptes et de conclure des contrats, n'ont pas tardé à s'approprier cet outil pratique. Plus surprenant encore, César reconnaît dans ses commentaires sur la guerre des Gaules que les druides utilisaient l'écriture grecque pour certaines affaires pratiques. En revanche, ils refusaient de mettre par écrit leurs enseignements religieux. Ce refus ne relevait pas de l'ignorance, mais d'une conviction spirituelle profonde. La parole, vivante et sacrée, devait se transmettre de maître à disciple sans être figée sur le parchemin. L'écriture, à leurs yeux, risquait de profaner des connaissances réservées aux initiés que l'on devait mériter au terme de longues années d'apprentissage. Les preuves de cette littératie gauloise sont aujourd'hui nombreuses, même si beaucoup ont été détruites par le temps ou par les Romains eux-mêmes. Des monnaies gauloises frappées avant la conquête portent clairement des noms de chefs ou de tribus. Une monnaie celtique découverte en Gaule frappe
frappé avant la conquête porte le nom Écaillos, sans doute celui d'un chef local. Un petit détail qui dit beaucoup, l'homme savait qu'un écrit sur une monnaie assurait l'authenticité et le prestige de sa frappe. Dans les Oppida, ces villes fortifiées gauloises, les archéologues ont retrouvé des stylets de bronze ou d'os semblables à des petits poinçons. Ces instruments servaient à graver des textes sur des tablettes de cire, un support réutilisable, pratique pour les contes ou les messages éphémères. À Bibracte, ancienne capitale des Éduins, située sur le mont Beuvray en Bourgogne, des fouilles ont même révélé des fragments de ces tablettes, indice d'une pratique de l'écriture sans doute plus répandue qu'on ne l'a longtemps cru. Mais alors, si les Gaulois savaient écrire, pourquoi n'ont-ils pas laissé de grands textes, d'épopées ou de chroniques? La réponse tient d'abord à leur conception du savoir. Ils privilégiaient la parole plus souple, plus humaine que l'écrit figé. Les druides enseignaient par la mémoire et la récitation, transmettant loi, généalogie et savoir à travers la voix et le temps. Ce mode d'enseignement donnait à la parole une dimension presque sacrée. L'autre raison est plus tragique. La conquête romaine a profondément transformé la culture gauloise, effaçant une partie des traditions orales et religieuses. En détruisant les structures politiques et religieuses gauloises, en interdisant le druidisme, Rome a coupé le fil de la transmission culturelle. Ce qui restait d'écrits gaulois, probablement conservés sur des supports périssables comme l'écorce, le cuir ou le bois, n'a pas survécu au siècle. Un mystère demeure, cependant, qui fait rêver les archéologues. Des textes gaulois pourraient encore être enfouis quelque part, attendant d'être découverts. Peut-être dans une tombe ou dans une cache oubliée au fond d'une grotte. L'histoire de l'écriture en Gaule est loin d'être entièrement déchiffrée. Ce qui est certain, c'est que nos ancêtres n'étaient pas ces brutes analphabètes décrites par la propagande romaine, mais des individus cultivés, insérés dans des réseaux d'échanges internationaux, capables d'adapter des techniques étrangères à leurs besoins propres. Ils savaient compter, calculer, négocier et mettre par écrit ce qui leur importait. Les Romains ont pu écrire leur victoire en lettres de marbre et l'imposer comme narrative historique. Mais bien avant eux, dans l'ombre des forêts et le tumulte des marchés, les Gaulois avaient déjà commencé à tracer leur propre histoire à la pointe d'un stylet de bois. Ensuite, Vercingétorix, grand roi des guerriers. Le soleil se lève sur Alésia. Un homme à la haute stature s'avance seul vers le camp romain. Sa chevelure rousse flotte au vent, son regard est droit, sa démarche assurée malgré le poids de la défaite. Autour de son cou, le torque d'or des chefs gaulois brille une dernière fois. Dans quelques instants, celui que ces hommes nomment Vercingétorix, nom composé des termes gaulois ver, grand, supérieur, Cingéto, guerrier, et Rix, roi, va accomplir le geste qui le fera entrer dans l'histoire, jeter ses armes aux pieds de Jules César. Ce grand roi des guerriers, comme le signifie littéralement son nom, scelle ainsi la fin d'un rêve, celui d'une Gaule unie et libre. Né vers 80 avant Jésus-Christ dans l'actuelle Auvergne, Vercingétorix était le fils de Celtios, un noble du peuple arverne. Son père, qui avait lui-même tenté d'unifier les tribus gauloises, fut exécuté par les siens pour avoir voulu s'emparer du pouvoir.
celui qui allait pourtant reprendre ce rêve d'unité, porté par un nom prédestiné à commander et unir. Lorsque César entame la conquête de la Gaule en 58 avant Jésus-Christ, les différentes tribus gauloises sont divisées, souvent rivales. Certaines s'allient même aux Romains contre leurs voisins. Cette désunion fait le jeu de César, qui avance rapidement, conquérant territoire après territoire. Pendant plusieurs années, Vercingétorix observe cette progression avec inquiétude, comprenant que seule l'union pourrait sauver la liberté gauloise. En 52 avant Jésus-Christ, alors que César est occupé en Italie, le jeune chef Arverne lance un appel audacieux à la révolte. Par son éloquence et son charisme, il parvient à convaincre son propre peuple puis de nombreuses autres tribus. Éduan, Biturige, Sénonce, Parisie, de s'unir contre Rome. Son premier acte aurait été de reprendre le contrôle de Gergovie, près de l'actuel Clermont-Ferrand, et d'en écarter les partisans de Rome. César, apprenant la révolte, revient en toute hâte avec ses légions. S'engage alors un duel stratégique fascinant entre deux génies militaires. Contrairement à ses prédécesseurs qui cherchaient l'affrontement direct, Vercingétorix adopte une tactique inédite, la terre brûlée. Il ordonne de détruire les ponts, les routes, les réserves de nourriture et tout ce qui pourrait servir aux légions romaines. Selon César, Vercingétorix recommanda de brûler les villes indéfendables afin qu'elles ne profitent pas à l'ennemi. Cette stratégie douloureuse mais efficace montre un chef capable de vision à long terme, prêt à sacrifier l'immédiat pour la victoire finale. Les Gaulois eux-mêmes ne comprennent pas toujours cette logique. Quand Vercingétorix ordonne de brûler la ville d'Avaricum, Bourges, ses habitants le supplient d'épargner leur cité. Il cède et c'est une erreur. César s'empare de la ville et de ses précieuses réserves. Mais le point culminant de cette révolte arrive à Gergovie, en Auvergne. Là, sur son territoire natal, le grand roi des guerriers inflige à César l'une des rares défaites de sa carrière. Au printemps 52 avant Jésus-Christ, les légions romaines lancent l'assaut contre la cité fortifiée perchée sur son plateau. Les Gaulois, profitant de leur position dominante et d'une parfaite connaissance du terrain, repoussent les assaillants, leur infligeant de lourdes pertes. César lui-même reconnaît cette défaite dans ses écrits, un homme rare à son adversaire. Un hommage rare à son adversaire. La victoire de Gergovie propulse Vercingétorix au rang de héros. De nouvelles tribus rejoignent son alliance. Pour la première fois, une grande partie de la Gaule est unie sous un seul commandement. Un exploit politique autant que militaire qui justifie pleinement son nom de chef suprême des combattants. César, sentant le danger, regroupe ses forces et fait venir de la cavalerie germanique pour renforcer ses troupes. C'est finalement à Alésia, cité fortifiée du peuple mandubien, Bourgogne-Franche-Comté, que se joue le destin de la Gaule. Vercingétorix s'y retranche avec des dizaines de milliers d'hommes. César, disposant d'environ 50 000 légionnaires, réalise alors un exploit d'ingénierie militaire. Il fait construire une double ligne de fortifications. L'une est tournée vers Alésia pour contenir les assiégés, l'autre vers l'extérieur pour repousser l'armée de secours gauloise qui ne manquera pas d'arriver. Pendant plus
plusieurs semaines, la faim tenaille les assiégés. Vercingétorix prend une décision déchirante. Il renvoie les femmes, les enfants et les vieillards pour économiser les vivres. César refuse de les laisser passer. Beaucoup périssent entre les deux lignes de fortification sous les yeux impuissants des guerriers gaulois. Quand l'armée de secours arrive enfin, environ 250 000 hommes selon les textes, probablement moins en réalité, la coordination manque. Malgré plusieurs assauts, les Gaulois ne parviennent pas à briser l'encerclement romain. À l'intérieur d'Alésia, la famine devient insupportable. Vercingétorix comprenant que tout est perdu, décide de se livrer lui-même pour épargner ses hommes. Arrivé devant César, il ôte ses armes et les jette aux pieds du Romain, avant de s'agenouiller en silence. Ce geste théâtral, rapporté par les historiens antiques, scelle la défaite de la Gaule. Fait prisonnier, Vercingétorix est emmené à Rome. Pendant de longues années, il croupit dans un cachot romain, probablement enchaîné dans le Tullianum, la prison souterraine près du Forum. En 46 avant Jésus-Christ, César, devenu maître de Rome, organise son triomphe pour célébrer toutes ses victoires. Le grand roi des guerriers y est exhibé comme un trophée avant d'être étranglé, selon la tradition romaine. Ainsi s'achève la vie du plus grand chef gaulois, vaincu dans les plaines d'Alésia, exécuté dans l'ombre d'une prison romaine. Vercingétorix avait pourtant posé la première pierre de ce qui deviendrait, bien des siècles plus tard, la fierté d'un peuple. Très intéressant. Je connaissais Vercingétorix, mais je ne connaissais pas du tout son histoire. Très intéressant. J'aime beaucoup, j'adore ce livre, vraiment. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remontre de quoi il s'agit, le livre. Les secrets cachés de l'histoire de France. Et c'est génial, j'adore. Donc évidemment, je referai d'autres vidéos comme j'ai commencé à faire il y a quelques semaines maintenant. J'ai fait la première. Et donc, je vais continuer parce que j'adore. Les amis, je vous laisse ici. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Vraiment que j'aille me coiffer. Voilà, je vous laisse ici les amis. J'espère que cette vidéo vous aura enrichi, endormi, pas rassuré non, détendu. Voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous si vous connaissiez cette histoire de Vercingétorix. J'ai du mal à parler en ce moment. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à dimanche. Prenez soin de vous. Soyez prudents, soyez heureux. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme d'habitude. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo ASMR.